Bonsoir. Alors merci d'être venus nombreux à cette sixième année en fait d'histoire de physique, comme on dit, mais plutôt d'histoire de la physique à l'Université populaire. Alors au début nous étions assez peu nombreux et puis peut-être que c'est le sujet qui amène un peu plus de monde, donc merci d'être là. Alors cette année je vais poursuivre donc le sujet de l'an dernier, la bombe atomique, sur une période qui commence après la Seconde Guerre mondiale et qui va opposer deux grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Thème de l'année, bombe atomique et début de la guerre froide. Alors que désigne-t-on par guerre froide ? En voici une définition souvent reprise. La guerre froide est un état de conflit entre des nations sans engagement militaire direct, mais qui se manifeste par des actions économiques et politiques associées à une forte propagande, voire à des guerres par procuration menées par des substituts. L'utilisation de l'expression guerre froide va s'imposer pour désigner l'opposition de deux très grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. Elles ont des valeurs économiques et politiques incompatibles et veulent les imposer à d'autres pays. C'est d'ailleurs ce que suggère cette illustration, où sur un fond de drapeau américain et soviétique, on peut voir en ombre chinoise se profiler depuis... alors on voit la Statue de la Liberté jusqu'au Kremlin, des armes plus ou moins menaçantes. Alors sont-elles peut-être sur le sol européen, par exemple, qui se situe entre nous. La première utilisation des termes de guerre froide apparaît sous la plume de George Orwell. C'est un écrivain, polémiste et journaliste anglais assez connu. C'est l'auteur de 1984, par exemple, un roman avec Big Brother, etc. Donc c'est un écrivain et il écrit dans le magazine Tribune du 19 octobre 1945. À cette date-là, on est à peu près 2 mois après Hiroshima et Nagasaki, et Orwell intitule son article « You and the Atomic Bomb », vous et la bombe atomique. Il s'interroge sur les conséquences de la grande difficulté de fabrication de la bombe et en déduit, je cite, « Nous avons devant nous la perspective de 2 ou 3 super-États monstrueux, chacun possédant une arme par laquelle des millions de personnes peuvent être anéanties en quelques secondes et divisant le monde entre elles. » Vers la fin de l'article, Orwell introduit les termes de guerre froide. Alors en anglais, l'article est en anglais évidemment, c'est Cold War, la même chose, pour désigner la relation d'un État invincible avec ses voisins, puis il conclut son article ainsi. Si la bombe atomique s'était avérée être aussi peu coûteuse et aussi facile à fabriquer qu'une bicyclette ou un réveil, elle aurait pu nous replonger dans la barbarie, mais elle aurait pu aussi signifier la fin de la souveraineté nationale et de l'État policier hautement centralisé. Si comme cela semble être le cas, c'est un objet rare et coûteux, aussi difficile à produire qu'un cuirassé, il est plus probable de voir la fin des guerres de grande envergure au prix d'une prolongation indéfinie d'une, et là il souligne la fin de l'article, paix qui n'est pas la paix. Alors Orwell introduit les termes de guerre froide dans une relation aux armements. Mais c'est à partir de 1947 que l'utilisation va s'imposer, et tout particulièrement suite à la publication du livre d'un essayiste et journaliste américain, bien connu aussi à cette époque, moins que Orwell, Walter Lippmann. Le livre s'intitule « La guerre froide, une étude de la politique étrangère des États-Unis ». La guerre froide va connaître plusieurs périodes d'affrontements, dont un des plus marquants, au moins pour moi, est la crise des missiles de Cuba d'octobre 1962. Alors à cette époque, j'allais avoir 15 ans et je me souviens très bien d'avoir eu peur, en fait, d'une guerre atomique. J'étais dans la cour du lycée Malherbe à cette époque, et je me souviens très bien de cette, pas de cette caricature évidemment, mais de cette peur engendrée par l'affrontement que l'on voit ici. Alors c'est
C'est une caricature qui est publiée dans le Daily Mail du 29 octobre 1962. Alors, on y voit Kennedy et Khrouchtchev qui ont un bras de fer. Ils sont assis sur les bombes H des adversaires. Et ils ont chacun un bouton prêt à être appuyé. Bon, sur l'image, alors on peut regarder que sur l'image, Khrouchtchev, il transpire un peu plus que Kennedy. Et en fait, c'est parce que le 28 octobre, quand cette caricature paraît, il a annoncé qu'il a donné l'ordre de démanteler les sites des missiles installés à Cuba. En fait, c'est la fin de la crise de Cuba. Alors, je ne vais pas aborder tous les aspects de la guerre froide, évidemment, ni toute sa durée. Alors, la guerre froide, elle va jusqu'à la dissolution de l'URSS en 1991. J'ai choisi un thème particulier, mais très important, le début de la course aux armements nucléaires. Titre du cours, enfin du premier épisode, au commencement de l'ère nucléaire, des physiciens et chimistes en guerre, le rôle fondamental des États-Unis, 1945, un difficile retour à la paix. Pour commencer, je vous propose une remise en mémoire. Il y a eu les vacances, donc je reprends un peu des cours de l'an dernier. Une remise en mémoire, en fait, un résumé des éléments développés l'an dernier utiles pour comprendre mes interventions de cette année. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, quelle est l'image de l'atome ? Bon, au premier ordre, sans entrer dans les données expérimentales précises et les difficultés théoriques, cette image est celle que nous avons encore aujourd'hui, comme celle-ci que l'on peut trouver sur Internet. Un atome est composé d'un noyau et d'électrons gravitant autour de ce centre. Alors, contrairement à ces images, le noyau est beaucoup plus petit que l'atome. Le noyau est 10 000 fois plus petit. Alors on ne verrait pas l'atome si on voit les électrons. Peu importe. Le noyau lui-même est composé de deux constituants. Le proton, qui a une charge électrique, et le neutron, qui, comme son nom l'indique, n'a pas de charge électrique. Il est neutre. C'est le nombre, alors ça c'est important, c'est le nombre de protons du noyau qui donne l'identité de l'élément. L'hydrogène a un proton, ensuite le suivant c'est l'hélium, il a 2 protons, et dans la nature il y a 92 éléments. Donc on va continuer comme ça, par exemple le carbone 6 protons, l'oxygène 8, et ainsi de suite jusqu'au dernier élément, au moins dans la naturelle, qui est l'uranium, qui en a 92. Vous voyez, l'ensemble de la matière, c'est 92 éléments, plus un peu d'éléments artificiels après. C'est ce qu'on appelle le numéro atomique de l'élément, 1, 2, jusqu'à 92. Quant aux neutrons, ils ne changent pas la nature de l'élément. On appelle les éléments de même identité, puisqu'ils ont le même nombre de protons, mais de nombre de neutrons différents, des isotopes. Alors ce terme, il vient de, tout simplement, qui veut dire même place dans la classification des éléments, isotope. La masse de l'atome est essentiellement concentrée dans son noyau. Les protons et les neutrons sont très fortement liés entre eux. À part quelques éléments naturellement radioactifs, bien connus au XXe siècle, comme le radium ou le polonium, les noyaux atomiques sont extrêmement stables. À Berlin, en décembre 1938, Otto Hahn et Fritz Strassmann font une découverte surprenante. Dans des expériences de bombardement de l'uranium par des neutrons sur de l'uranium, ils isolent un élément aux propriétés chimiques analogues à celles du barium. On réfléchit un tout petit peu, l'uranium il a 92 protons, le barium il en a 56. Donc c'est incompréhensible comment, en mettant un neutron avec de l'uranium, on obtient un corps qui est très très loin de l'uranium. Alors c'est difficile à comprendre. Et c'est à peu près en même temps, c'est-à-dire que Otto Hahn travaillait avec Lise Meitner. Lise Meitner est réfugiée, elle est juive, elle doit quitter l'Allemagne, elle se trouve en Suède, et donc à Noël, Otto Hahn lui transmet ses résultats, il reste tout à fait en correspondance, et Lise Meitner et son neveu, qui est aussi un réfugié, Otto Frisch, interprètent ce phénomène comme une cassure du noyau de l'uranium, une fission. Il montre aussi que cette fission libère une énergie importante. Alors vous allez me dire pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. C'est toujours ça le problème de la vie. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Pourquoi on n'a pas pensé que le noyau pouvait se casser ? Eh bien, et pourquoi Fermi, par exemple, un des plus grands physiciens du monde à l'époque, qui faisait des expériences de bombardement de neutrons
sur de l'uranium, n'a pas vu. Alors ça, on pourra en discuter un petit peu après, eh bien, c'est qu'il faut, pour que le noyau se casse, ce n'est pas un phénomène statique. C'est-à-dire, si vous prenez un noyau d'uranium, vous imaginez que vous lui mettez un neutron, il ne se casse pas. C'est quand vous lui mettez un neutron, il commence à bouger comme ça. Et comme il bouge, il y a des masses plus qui vont de chaque côté, et là, il finit par se casser. Alors, une fois qu'on vous l'explique comme ça, c'est relativement simple. Il faut d'abord découvrir le phénomène et ensuite l'expliquer. Alors, tout ça, ça va très vite. C'est décembre 1938, c'est Noël 1938, les publications sont janvier 1939. Alors, la nouvelle, extraordinaire dans le monde scientifique, se propage à très grande vitesse. Aux États-Unis, comme en Europe, à Copenhague, Paris, des études confirment très rapidement les résultats. Et cette fois-ci, des mesures physiques, on mesure directement les fragments de fission. Rapidement aussi, il est montré que cette fission de l'uranium libère aussi des neutrons. Alors ça, c'est important. Si l'uranium se casse, il y a des neutrons qui s'en vont. Et si des neutrons s'en vont, ils peuvent à leur tour casser un noyau d'uranium qui va ensuite libérer des neutrons. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Et ça, c'est très vite vu par Joliot, par exemple, dès février 1939. Et cette réaction en chaîne, on va la mettre en évidence, c'est l'équipe de Enrico Fermi, alors réfugié aux États-Unis, à Chicago, qui installe une grosse, ce que l'on voit ici, qui est la première pile atomique, le premier prototype, alors c'est encore très expérimental, de ce qu'on appellera plus tard un réacteur nucléaire. On est en décembre 1942. Donc non seulement on a découvert la fission, mais on a montré que cette fission pouvait conduire à une réaction en chaîne, que l'on pouvait contrôler. Alors la découverte de la fission, elle ouvre aussi une autre voie, celle d'une réaction rapide et explosive. C'est une nouvelle forme de bombe très puissante. À partir de 1939, les recherches et développements sont menés dans des laboratoires, alors principalement en Allemagne, États-Unis et Grande-Bretagne. En France, l'activité qui s'était alors développée essentiellement autour de l'équipe de Frédéric Joliot cesse avec la défaite de juin 1940. Elles reprendront progressivement à la Libération avec la création du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, en octobre 1945. Les premiers essais français d'armes nucléaires ne seront effectués que beaucoup plus tard, en 1960, dans le Sahara algérien, en Allemagne. Alors j'avais consacré un épisode complet à l'Allemagne l'an dernier. Alors en Allemagne, les recherches se développent dans plusieurs laboratoires, avec des scientifiques de renom comme Heisenberg. Mais à partir de 1942 et l'intensification de la guerre, les développements resteront assez faibles et contrairement à ce que redoutaient les Alliés, l'Allemagne restera très loin de la réalisation d'une bombe atomique. L'Angleterre, le Royaume-Uni, va engager un programme de recherche spécifique désigné sous le nom de code. Alors on met toujours jamais je fais des recherches sur la bombe atomique ou je fais des recherches sur l'uranium. On met un nom de code. Alors le nom de code du programme anglais, ça s'appelle Tube Alloys, ce qui veut dire alliage pour tube. Dénomination industrielle, ça ne veut pas dire grand-chose par rapport au sujet. C'est pour que les gens ne viennent pas trop espionner ce qu'on est en train de faire. Mais comme l'Allemagne, l'Angleterre subit la pression directe de la guerre, y compris par des bombardements sur son sol, et le projet ne peut se développer de manière importante. Finalement, après des difficultés dans le partage d'informations et des mois de négociations, Churchill et Roosevelt signent en août 1943 un accord de collaboration dans le domaine nucléaire lors de la conférence de Québec. Alors, cette conférence de Québec, c'est la conférence où sont discutés secrètement les objectifs et moyens militaires anglo-américains, bien au-delà de l'atome, bien sûr. Les recherches nucléaires militaires anglaises seront intégrées dans le programme américain. Des physiciens et chimistes importants partiront en Amérique. Après la guerre, le Royaume-Uni développe ses propres recherches. Alors c'était un peu compliqué après la guerre entre les Anglais et les Américains pour savoir s'ils allaient bénéficier. Bon. Mais ils développent leurs propres recherches, ils reprennent en fait, et deviennent, le Royaume-Uni sera la troisième puissance nucléaire avec un test en octobre 1952 dans les îles Montebello qui se trouvent au large de l'Australie. Aux États-Unis,
là, c'est le pays où se développe la bombe. Dès le début 1939, des recherches et développements sont engagés dans les universités, Columbia, à New York, Berkeley en Californie, Chicago, on l'a vu, où sont regroupées différentes équipes autour de Enrico Fermi. Mais c'est vraiment à partir de l'été 1942 que se met en place un effort considérable pour la réalisation de la bombe atomique avec le projet Manhattan. À cette époque, la situation en Amérique, alors, elle est différente de celle en Europe. Les États-Unis sont entrés officiellement en guerre contre le Japon le 8 décembre 1941, le lendemain de l'attaque surprise du bombardement de Pearl Harbor. Par réaction de l'accord des pays de l'Axe, ils sont en guerre contre l'Allemagne et l'Italie. Les États-Unis vont fortement intensifier l'effort de guerre, mais, chose importante, sans la subir sur leur sol. Ce qui permet, contrairement à l'Allemagne, et même à l'Angleterre, d'envisager des développements industriels importants sur le sol américain. Un autre pays, dont je n'ai pas jusqu'alors parlé, qui est le Canada. Le Canada va développer et intensifier, à partir de 1942, des recherches dans le domaine nucléaire, et plus particulièrement sur la fission contrôlée. La fission contrôlée, c'est les réacteurs, c'est pas la bombe. Des scientifiques anglais et français participent à ce programme. En septembre 1945, la première pile expérimentale commence à fonctionner à Chalk River, au Canada. Le Canada va ensuite développer une technique particulière et construire des réacteurs à l'eau lourde pressurisés, mais sans orientation militaire. Le Canada ne rentrera jamais dans un programme de construction de bombes. Le Canada ne dispose pas de l'arme atomique, mais il a fourni aux États-Unis, dès 1942, de l'uranium, et même, entre 1959 et 1964, du plutonium extrait de ces réacteurs. Alors cette activité d'exportation du combustible à usage militaire a cessé en 1965, suite à l'engagement du Canada dans la non-prolifération des armes nucléaires. Donc il n'y a jamais eu de bombe atomique au Canada. Dans le domaine du nucléaire civil, puisque là il y a un gros développement, c'est ce qu'on appelle la filière CANDU, une filière très particulière des réacteurs canadiens, le Canada est aujourd'hui le deuxième producteur mondial d'uranium. Il exporte 85% de sa production. Alors, petite remarque historique, j'ai parlé de la fourniture par le Canada d'uranium aux États-Unis, mais pendant la guerre, l'essentiel de l'uranium qui permet de fabriquer des bombes provient de la mine du Congo. On extrayait beaucoup d'uranium dans une mine du Congo belge. Cette mine avait été arrêtée, mais avait des stocks importants. Et les États-Unis ont récupéré la totalité ou la quasi-totalité des stocks d'uranium du Congo belge qui ont servi à faire les premières bombes. Ensuite, autre pays, l'URSS. Alors ça, l'URSS, je ne vais pas en parler parce que je vais faire un cours dédié, ça sera le 3e au mois de mars, à la situation particulière de l'URSS, qui devient la deuxième puissance nucléaire mondiale avec un premier essai nucléaire en août 1949, beaucoup plus tôt que ce qui était attendu. On attendait les premières explosions en URSS vers 52-53. Je reviendrai sur un chapitre complet sur l'URSS. Alors, pour être un peu complet, il y a aussi quelques travaux et réalisations techniques au Japon pendant la guerre, en particulier sous la direction d'un très grand physicien japonais qui s'appelle Yoshio Nishina, qui est vraiment un très très grand physicien du domaine. Mais en raison de la guerre, et encore beaucoup plus qu'en Allemagne, les moyens mis en œuvre resteront très modestes, et le Japon était très loin d'une arme nucléaire en 1945. Il y a donc beaucoup de pays, parce qu'à l'époque, on ne sait pas si une bombe atomique, c'est difficile ou facile à faire. Comme l'a dit George Orwell, c'est extrêmement difficile à faire. Alors maintenant, je vais faire, avant de passer au sujet d'aujourd'hui, je vais quand même faire quelques rappels sur le projet le plus important, qui est le projet Manhattan, qu'on avait vu assez en détail l'an dernier. Bon, je vous le remets un petit peu en mémoire, peut-être un peu oublié le projet Manhattan, alors je vais y passer 5-10 minutes. Alors, c'est le nom de code qui désigne le programme de construction de la bombe atomique aux États-Unis à partir de 1942. Il y avait d'autres organisations avant.
La direction du projet est confiée au général Leslie Groves, que l'on voit ici sur la droite, hein, et Leslie Groves recrute comme directeur scientifique Robert Oppenheimer. Le site de Los Alamos, isolé à 2200 mètres d'altitude dans l'État du Nouveau-Mexique, est choisi comme lieu d'étude et d'assemblage pour la bombe. Il va regrouper jusqu'à 5000 personnes en 1945 dans des logements et laboratoires installés rapidement par l'armée à partir de 1943. À Los Alamos, il y avait juste une école et quelques bâtiments. Là, on voit des laboratoires sur le site de Los Alamos construits en 43, 44, 45. Beaucoup de scientifiques vont y travailler. Des Américains, évidemment, mais aussi des Anglais, on a vu qu'il y avait un accord, et des physiciens et chimistes renommés qui ont fui le régime nazi. Des gens comme Hans Bethe, par exemple, un très, très grand physicien nucléaire allemand. Pour réaliser des bombes atomiques, il faut regrouper, comme à Los Alamos, un nombre important de scientifiques de disciplines complémentaires. Pas uniquement nucléaire. Il faut de la mécanique, il faut de la synchronisation, on dirait électronique aujourd'hui, électromécanique, etc. Des laboratoires bien équipés, un soutien financier important et une solide intendance technique et administrative, en l'occurrence fournie par l'armée aux États-Unis. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut disposer de quelque chose de très important, c'est le bon combustible, ce que l'on va mettre dans la bombe. Et là, ce n'est pas facile. Les deux seules substances possibles pour une bombe atomique, bombe A, je parlerai de bombe H au prochain épisode, le bombe à fission, donc, sont d'une part l'uranium-235, qui est le plus rare, et d'autre part le plutonium-239. Alors le plutonium-239 n'existe pas en dehors de quelques traces à l'état naturel, et il doit donc être produit artificiellement en quantité importante. Ceci explique une des grandes difficultés de réalisation des bombes atomiques, même encore aujourd'hui. Quand on pense à l'Iran, par exemple, l'embargo sur l'Iran, ce n'est pas un embargo sur la bombe atomique, c'est un embargo qui a été levé, etc., pour que l'Iran n'enrichisse pas l'uranium, qui conduit vers une bombe atomique. Bon, ça n'empêche pas la Corée du Nord de fabriquer du plutonium et des bombes atomiques à partir de réacteurs. Bon, ceci nécessite, pour avoir ce bon matériau, que ce soit de l'uranium enrichi, ça veut dire avec beaucoup de 235, qui n'est pas l'uranium naturel, ou le plutonium 239, des procédés industriels lourds et très coûteux. Donc un engagement au niveau d'un État. L'uranium se trouve dans la nature. Ça, pas trop de problème. Sur certains sites, on a vu le Congo belge, on a vu le Canada. Il peut être extrait par des procédés miniers relativement courants. Mais il est composé essentiellement à 99,3% d'uranium-238 et pour 0,7% seulement d'uranium-235. On va me dire, et alors ? Eh bien, comme l'avait déjà montré Niels Bohr début 1939, c'est l'uranium-235 qui est le plus facilement fissile. C'est celui qu'on va utiliser pour faire des bombes. Les deux uraniums, comme c'est de l'uranium, c'est le même élément chimique. Donc on ne peut pas les séparer par des procédés chimiques, puisqu'ils vont réagir de la même façon dans des processus chimiques. Et si vous regardez, ils diffèrent très peu en masse. 235, 238, ça fait 3. 3 sur 230, ça fait à peu près 1%. Donc c'est très difficile de séparer les deux uraniums. Alors différents procédés vont être testés. On pourrait même dire qu'ils les ont tous testés aux États-Unis pendant la guerre. Séparation électromagnétique, on avait vu ça en détail, diffusion gazeuse, thermique. Quant au plutonium, c'est un élément transuranien, comme on dit. Alors, transuranien, c'est simple, ça veut dire au-delà de l'uranium. L'uranium, c'est 92, donc on s'arrête là. Après, c'est des éléments artificiels. Le neptunium, 93, proton, et le plutonium, c'est 94. Donc, il n'est découvert qu'en 1941. On ne connaissait pas le plutonium avant 1941. Donc on est déjà bien avancé dans la guerre. Et on le connaît par des expériences de physique de laboratoire, et en particulier pour le plutonium, le neptunium aussi, d'ailleurs, dans le cyclotron de Berkeley en Californie. Ça veut dire que ce sont des expériences dans lesquelles les quantités mises en jeu sont
ridiculement, enfin pas ridiculement, mais sont extrêmement faibles pour faire des études. C'est des milliardièmes de grammes qui permettent de faire des études, et on n'en a absolument pas assez pour faire une arme, un réacteur. Ah donc il faut donc le fabriquer dans des dispositifs dédiés. Et les dispositifs dédiés sont des réacteurs nucléaires. Les premiers réacteurs nucléaires sont faits pour produire du plutonium, pas pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, quand on pense réacteur nucléaire, on pense production électrique. On va voir que ce n'est pas du tout le cas à cette époque-là. C'est pour produire du plutonium, qui est un des combustibles pour l'arme nucléaire. Alors voici la carte des principaux lieux du projet Manhattan aux États-Unis. On peut remarquer, alors ça, la carte le montre immédiatement, la dispersion sur l'ensemble du territoire américain. On ne regroupe pas les installations au même endroit. Et puis, alors évidemment, des noms de code. J'ai parlé tout à l'heure à Chicago, du laboratoire de Enrico Fermi. Il s'appelle laboratoire tout simplement de métallurgie. Et en fait, c'est la pile de Enrico Fermi à Chicago. De même, Los Alamos, il porte le nom de laboratoire Y. Ça, c'est pour le public externe, pour cacher un peu ce qu'on y fait. Les trois principaux sites sont Los Alamos, où furent étudiées et assemblées les premières bombes, Oak Ridge, dans le Tennessee, pour l'enrichissement de l'uranium, et Hanford, complètement à l'ouest, près de Richland, dans l'État de Washington, pour la fabrication du plutonium. Le projet Manhattan va rapidement devenir une colossale organisation scientifique, technique et industrielle, avec le contrôle et le soutien logistique de l'armée. Un grand nombre de personnes ont travaillé sur le projet à différents niveaux, comme le montre cette image. Alors cette image, elle est un peu surprenante, on s'attend à voir des scientifiques. Ici, c'est une grève. C'est une grève à Oak Ridge. Parce que Oak Ridge est une installation industrielle pour produire de l'uranium enrichi. Les ouvriers qui travaillent à Oak Ridge ne savent pas qu'ils travaillent sur une bombe atomique. Donc ils se comportent comme tous les ouvriers américains dans une industrie. Quand ça ne va pas, ils font grève. Donc voilà une grève à Oak Ridge, bon, qui ne va pas durer très longtemps, on va leur dire qu'ils travaillent pour la défense, etc. Mais on voit bien que toutes ces personnes-là travaillent dans le domaine, on dirait du nucléaire aujourd'hui. À l'époque, on parlait atomique, on ne disait pas nucléaire. Et sans savoir, évidemment, ce qu'ils sont en train de faire. Alors voici un graphique établi après la guerre du taux d'emploi par mois sur le projet Manhattan. En seulement 2 ans. Le projet Manhattan, il commence en 1942. À l'été 1944, on atteint 125 000 personnes. C'est considérable et ça ne se comprend qu'avec un effort du gouvernement américain pour atteindre ce chiffre. Alors on peut remarquer, je ne vais pas commenter toutes les courbes, mais les 2 autres courbes qui se trouvent en dessous, ça c'est à peu près évident. Il y en a une, c'est le personnel employé à la construction, et un peu plus loin, c'est le personnel employé à l'exploitation. Alors c'est normal que ce soit décalé. On commence par construire et ensuite on exploite. Alors si je vous fais cette remarque, c'est pour vous dire que 125 000 personnes par mois, ce n'est pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas exactement combien de personnes ont travaillé sur le projet Manhattan, mais ça se situe de l'ordre de 300 000 personnes, si vous voulez. Enfin, puisque ce n'est pas toujours les mêmes. Et puis on pourrait voir d'autres qui montreraient très rapidement que c'est Oak Ridge, qui s'appelle HEW, ou Hanford, PCEW, qui sont de loin les sites qui emploient le plus de personnes. Et pas Los Alamos, où on assemble la bombe. Les sites qui emploient le plus de personnes sont les sites où on produit les combustibles, soit l'uranium enrichi, soit le plutonium. Alors, à Los Alamos, 2 types de bombes sont étudiés et préassemblés. Alors, non, j'avais autre chose avant. Oui, je voulais vous faire voir quelques images. Par exemple, celle-ci, juste pour vous montrer le caractère industriel. Ça, c'est un des procédés d'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse. Je ne sais pas si vous voyez le bâtiment, je vous donne quelques dimensions. 800 mètres de long, 500 000 mètres carrés. C'est considéré comme le plus grand bâtiment, sans doute industriel de l'époque. Il contiendra à terme 3000 cellules de diffusion reliées de différentes façons. Alors, au-dessus de ces cellules, on a un grand couloir
C'est un bâtiment à 2 étages. On a les cellules et puis en dessous, on a les réglages. Et alors, j'ai mis une petite flèche rouge, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a en dessous. C'est l'opérateur. Ben, comme c'est très grand, il se déplace à vélo. Il prend un vélo pour parcourir les couloirs. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans le CERN à Genève, sur le collisionneur qui fait 27 km. Quand on se déplaçait à vélo. Parce que, bon, là, ça fait presque 1 km de long. Voilà un exemple. Un deuxième exemple, à Oak Ridge, toujours, un autre type d'enrichissement de l'uranium, c'est les calutrons. Calutrons, c'est un enrichissement de l'uranium par des procédés électromagnétiques. J'avais détaillé ça, mais ce que je voulais vous faire voir ici, c'est une des salles de réglage. Il y en a beaucoup comme ça. Et les personnes qui sont là sont des opératrices qui ne savent pas ce qu'elles font. Enfin, elles savent ce qu'elles font, on leur dit, elles ont une tâche particulière et elles doivent régler en fonction des écrans. Il n'y a pas d'ordinateur, évidemment, à l'époque. Donc, on intervient comme ça. Et ils ne découvriront que le lendemain ou le jour de Hiroshima ce qu'elles étaient en train de faire. On leur expliquera. Mais là, on leur dit quand même qu'elles travaillent pour la défense nationale. Cette photographie est celle de la bombe à uranium qui sera utilisée à Hiroshima. Quelques chiffres, cette bombe fait 3 mètres de long, total de 4,5 tonnes. En dessous, il y a un schéma très simplifié du principe de fonctionnement. Il y a une notion très importante dans une bombe atomique, c'est ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire la masse minimale de combustible qui dépend de l'enrichissement, ici c'est de l'ordre de 85%, pour que la réaction se propage. On voit bien que si on n'en a pas assez, tous les neutrons ils vont sortir et la réaction va s'arrêter. Ça, c'est ce qu'on appelle la masse critique. Dans ce type de bombe, on partage la masse critique en deux, et avec un explosif classique à gauche, c'est une forme de canon, comme ça, on envoie les deux parties l'une sur l'autre, et on constitue une masse critique qui va devenir explosive. Alors, à Hiroshima, ça a été estimé à 16 000 tonnes de TNT. C'est-à-dire que c'est considérable. C'est 16 000, le TNT, c'est l'explosif classique qui sert de référence. Le combustible n'est pas complètement consommé dans une bombe atomique. Là, il y avait 64 kilos. Comme ça explose avant la consommation, il y a à peu près 1 kilo qui est consommé. Ça va être amélioré ensuite, mais c'est quand même effrayant. Alors, sur cette autre image, très différente, parce que le principe avait été essayé aussi sous forme de canon, mais ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas parce qu'il est très dangereux. Il est très dangereux. Pourquoi ? Parce que quand on fabrique du plutonium-239, comment ça se fait le plutonium-239 ? On met de l'uranium dans un réacteur, puis le réacteur fonctionne, il y a de l'uranium-238 qui donne du neptunium, qui donne du plutonium. Mais une fois qu'on a obtenu le plutonium qu'on aime bien, le 239, vous voyez, 238 plus un neutron, ça fait 239. Lui, il ne fissionne pas. Il y a encore un neutron, ça fait des décroissances radioactives, double bêta, un bêta plus un bêta, on arrive au plutonium. Et vous avez du plutonium 239. Bon, il va augmenter au fur et à mesure que le réacteur fonctionne, vous allez augmenter la quantité de plutonium 239. Mais il va se produire autre chose, des tas d'autres choses. C'est qu'avec l'entretien du réacteur, vous allez fabriquer du 240. Vous allez me dire, c'est pas très grave, le 240, il est fissile. Il est même tellement fissile qu'il est naturellement fissile, c'est-à-dire qu'il peut partir comme ça. Donc, on ne peut pas maintenir ensemble trop de plutonium. D'où le schéma de la bombe, que l'on voit ici, qui est constitué de petits ensembles de plutonium répartis, et qui vont, le fonctionnement est très différent, on va tous les emmener au centre, dans une implosion. C'est pour ça qu'on appelle ces bombes des bombes à implosion. Et au centre, vous avez un petit peu de plutonium, une source de neutrons. Voilà, c'est le principe de la bombe à implosion. Très difficile à mettre au point. Des gens extrêmement mathématiciens comme von Neumann ont travaillé là-dessus. Bon. Alors ça, c'est la bombe qui sera utilisée sur Nagasaki. Cette bombe a une puissance un peu supérieure de quelques 20 000 tonnes de TNT. Alors on trouve pas trop de détails sur les bombes. Vous pouvez trouver quand même les principes de fonctionnement. Évidemment, vous n'allez pas trouver ce qui est extrêmement difficile à fabriquer, c'est les détonateurs synchronisés. Ça, on ne va pas trouver de détails. C'est encore classé. La bombe atomique est une nouveauté dans ce monde, puisque le principe a été découvert en 1938, publié en 1939.
Vous voyez, on est dans les années 40, et donc il n'a jamais été utilisé, bien sûr. Et on pense que ça marche, enfin les scientifiques pensent que ça marche, mais c'est très sophistiqué. Là, j'ai beaucoup simplifié, évidemment. Alors, avant un éventuel emploi stratégique, il est décidé de procéder à un essai. La bombe au plutonium est choisie en raison de sa plus grande complexité. On pouvait avoir des doutes sur son fonctionnement, mais pour une autre raison. On dispose de 2 exemplaires à l'époque. En juillet 1945, on dispose de 2 exemplaires au plutonium. Ce test, dont le nom de code du site est Trinity, Trinity ça veut dire Trinité, c'est un site dans le Nouveau-Mexique qui se trouve à peu près à 300 km au sud de Los Alamos. Et la bombe est installée au sommet d'une tour et il y a des points d'observation éloignés, bien sûr, à 15 km pour les premiers et 30 km pour les seconds, avec des bunkers, etc. Le premier essai nucléaire est réalisé le 16 juillet 1945 sur le sol américain, donc dans le désert du Nouveau-Mexique, à 5h30 du matin. Ça, c'est l'image de la première bombe atomique. Il est réussi. Le président Truman, qui a remplacé Roosevelt est décédé en avril 1945, sait maintenant qu'il peut disposer, mais en très petite quantité, 2, peut-être 3 exemplaires de l'arme atomique. Il va faire le choix de l'utiliser dans la stratégie militaire d'un bombardement intensif et meurtrier engagé sur le Japon depuis plusieurs mois. On ne connaît pas toujours la guerre en Extrême-Orient, mais c'est un peu comme en Europe, un bombardement intensif de l'Allemagne. À cette époque-là, depuis fin 1944, les États-Unis sont arrivés suffisamment proches du Japon pour faire des raids aériens de bombardement. Ils ont détruit déjà une vingtaine de villes au Japon. Il faut savoir, par exemple, qu'en mars 1945, le bombardement de Tokyo, à peu près 300 bombardiers, a tué 50 000 personnes. C'est des choses qu'on ne connaît pas très bien. Nous, ici, on connaît... Bon, vous pensez au bombardement de Dresde, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, qui sont... ça, c'est la stratégie de pilonnage de l'ennemi pour détruire ces installations militaires. Évidemment, on ne détruit pas que les installations militaires. Et donc, c'est dans cette stratégie que Truman va décider d'utiliser la bombe atomique. Et sur des villes qui n'ont pas encore été touchées par les bombardements classiques. On se demande si ce n'est pas fait un peu exprès d'ailleurs, c'est-à-dire de garder quelques endroits pour voir l'effet de la bombe. Ça, il y a des historiens qui disent ça. Bon. Alors les bombes, elles sont construites aux États-Unis, elles sont transportées dans les îles Mariannes, sur une des îles qui s'appelle Tinian, et on voit ici le trajet des bombardiers qui vont emmener la bombe. Alors la bombe à uranium, qui s'appelle Little Boy, qui est emmenée sur Hiroshima, le 6 août à 8h15 du matin. Cette bombe fera 80 à 100 000 morts et autant de blessés, dont beaucoup vont décéder par la suite. C'est un effet considérable, c'est une seule bombe. 3 jours plus tard, le 9 août, alors ils sont 3 les bombardiers. Il y a celui qui porte la bombe, il y a un bombardier qui regarde la météo, et il y en a un 3e qui fait les mesures. Et le bombardier qui regarde la météo, alors l'objectif c'est pas Nagasaki, c'est Kokura qui se trouve vous voyez, entre Hiroshima et Nagasaki, mais Kokura est sous une masse nuageuse, donc il est décidé qu'on n'ira pas à Kokura, mais on ira à Nagasaki, qui est le 2e objectif. Donc ce 2e objectif va être détruit aussi le 9 août. La bombe est un peu plus puissante, mais il y aura moins de morts, quand même 40 000 plus autant de blessés, ce qui est considérable. Ça, c'est dû à la configuration de la ville. Le 14 août 1945, le Japon, c'est ce qu'on voit dans les titres de journaux, accepte les conditions de capitulation des Alliés, telles qu'ils avaient été formulées. Alors ces conditions avaient été formulées dans l'ultimatum de Potsdam du 26 juillet,
qui avait réuni, on verra ça la prochaine fois, à Potsdam, Churchill, Truman, enfin Churchill pour moitié, Truman et Staline. Le lendemain, l'empereur Hirohito s'adresse pour la première fois à son peuple. Les Japonais n'avaient jamais entendu la voix de Hirohito. L'empereur japonais était sur un statut très très particulier au Japon. Alors il s'adresse dans un discours radiophonique, il mentionne beaucoup de choses, mais il mentionne la bombe atomique dans les termes suivants. Voici un extrait du discours de Hirohito. L'ennemi possède maintenant une arme nouvelle et terrible avec le pouvoir de détruire de nombreuses vies innocentes et faire des dommages incalculables. Devrions-nous continuer à lutter que cela se traduirait non seulement par un effondrement ultime et la disparition de la nation japonaise, mais aussi conduirait à l'extinction totale de la civilisation humaine. Les actes officiels seront signés le 2 septembre 1945 sur le pont de l'US Missouri, ancré dans la baie de Tokyo. La Seconde Guerre mondiale est finie. Les États-Unis sont le seul pays à posséder la bombe atomique. Et plus généralement, une avance considérable dans le domaine des applications potentielles du nucléaire, ou plutôt de l'énergie atomique. Je dis parfois nucléaire, mais à l'époque, on parle d'énergie atomique. Ce domaine est né pendant la guerre et s'est développé avec un objectif précis à caractère militaire dans le cadre du projet Manhattan. Eh bien, ce projet, il est resté très longtemps secret. Mais le 6 août 1945, jour de Hiroshima, la tendance est totalement inversée. Et il va y avoir une communication importante du gouvernement américain sur la bombe atomique. La Maison-Blanche fait diffuser à la radio une allocation du président Truman. Alors la déclaration commence ainsi. Truman. Il y a 16 heures, un avion américain larguait une bombe sur Hiroshima, une importante base de l'armée japonaise. Cette bombe avait une puissance supérieure à 20 000 tonnes de TNT. Un petit peu moins, peu importe. Un peu plus loin, dans le discours, c'est une bombe atomique. C'est une mise en service de la puissance fondamentale de l'univers. La force à partir de laquelle le Soleil tire son pouvoir a été lâchée contre ceux qui ont fait la guerre en Extrême-Orient. On verra la prochaine fois que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans le Soleil. Ce qui se passe dans le Soleil, c'est plutôt le principe de la bombe H. On verra ça la prochaine fois. Mais c'est quand même du nucléaire. Donc, Truman informe, il existe, la bombe atomique existe. Brutalement, le jour de Hiroshima. C'est pas anodin, hein, c'est pour cette volonté de faire cesser la guerre au Japon. Alors Truman, il poursuit par un rappel historique, sur lequel je passe, de la guerre depuis 1939, puis il mentionne les sites de fabrication de la bombe aux États-Unis. Avant d'élargir le propos, je cite, « Le fait que nous puissions libérer de l'énergie atomique introduit une nouvelle ère dans la compréhension par l'homme des forces de la nature. À l'avenir, l'énergie atomique pourrait concurrencer l'énergie provenant du charbon, du pétrole et des chutes d'eau. Mais à l'heure actuelle, elle ne peut pas être produite sur la base d'une compétition commerciale avec les autres. Avant cela, il doit y avoir une longue période de recherche intensive. » On comprend bien, il faut non seulement transférer, si on veut transférer aux civils, quelque chose qui a été développé dans le domaine du secret militaire, mais avec les problèmes, qu'est-ce qu'on va transférer? Jusqu'à où va-t-on transférer? Et va se poser avec ça l'éventuel problème de ce qu'on appelle la prolifération. C'est-à-dire, plus on met sur la place publique de résultats nucléaires, plus d'autres pays peuvent les utiliser pour développer à leur tour une bombe. Donc l'équilibre n'est pas facile. C'est ce que souligne Truman. Dans les circonstances actuelles, il n'est pas prévu de divulguer les procédés techniques de production ni toutes les applications militaires, avant un examen plus approfondi des méthodes possibles pour nous protéger, ainsi que le reste du monde, du danger de destruction soudaine. Alors ça, c'est un discours intéressant qu'auront tous les gens qui possèdent la bombe atomique. C'est-à-dire, nous, on l'a, donc il faut faire attention que les autres ne l'aient pas. On peut se poser la question, même pour la Corée du Nord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui interdit,
soulevé tout un débat, la Corée du Nord, de faire des bombes atomiques. Je veux dire, alors du point de vue moral, oui, parce que ça va vite plus qu'à la bombe atomique. Bon, je vous laisse réfléchir, on pourra discuter après. Je ne suis pas un défenseur de la bombe atomique en Corée du Nord. Et je pose la question qui va se poser tout au long du développement des bombes atomiques. Au fur et à mesure qu'un pays va rentrer dans le club atomique, alors il va dire les autres ne doivent pas l'avoir. Et comme ça, on va avoir une prolifération ralentie de l'arme. On pourra en parler, je pense que la prochaine fois, j'ai prévu quelque chose là-dessus. Alors, le discours de Truman, il se termine ainsi. Je recommanderais que le Congrès des États-Unis envisage rapidement la création d'une commission appropriée pour contrôler la production et l'utilisation de l'énergie atomique aux États-Unis. J'examinerai de plus près et présenterai d'autres recommandations au Congrès sur la manière dont l'énergie atomique pourrait avoir une puissante influence vers le maintien d'une paix mondiale. Cette déclaration présidentielle de Truman, donc, c'est la première information publique officielle sur la bombe et l'énergie atomique, et elle résume bien la situation particulière des États-Unis à l'été 1945. Elle marquait aussi le début d'une campagne d'information soigneusement préparée sous la responsabilité du général Groves. C'est-à-dire on avait préparé, on s'attendait à avoir un moment à affronter ce qu'était la bombe atomique face au public américain et public mondial d'ailleurs. Conscient de la nécessité d'un soutien professionnel, Groves avait contacté William Lawrence, que l'on voit ici. William Lawrence, on ne connaît pas forcément, mais c'est un célèbre journaliste scientifique du New York Times. À partir d'avril 1945, donc avant, je vous rappelle la bombe c'est au mois d'août, Lawrence visite les installations du projet Manhattan et tout particulièrement Los Alamos. Il est le seul journaliste présent au test de juillet 1945. Sur cette photographie, on le voit sur la base américaine de Tinian lors des bombardements sur le Japon. Lawrence est souvent l'auteur des premiers communiqués de presse officiels sur les armes atomiques. Il a aussi écrit évidemment des articles pour son journal le Times. Et on lui donnera, alors ça c'est très américain, Buffalo Bill, alors lui on l'appelait Atomic Bill. Voilà, c'est une plaisanterie à l'américaine. Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup écrit d'articles de vulgarisation, d'explication, mais contrôlés quand même par le général Groves, de ce qu'on pouvait dire ou pas dire. Alors c'est à lui qu'on attribue en particulier les termes d'Atomic Age, ce qui veut dire âge de l'atome, ou ère atomique si vous voulez, qui sera popularisé à partir des années 1950. À cette communication, grand public, donc destinée à une large audience, les autorités américaines décident le 12 août 1945, c'est-à-dire 3 jours seulement, la guerre n'est pas finie, 3 jours seulement après Nagasaki, de rendre public un document alors beaucoup plus élaboré sur le plan scientifique. Ce rapport sera connu sous le nom de son auteur comme Smith Report, c'est-à-dire le rapport Smith, avec un titre qui a légèrement varié suivant les éditions. On voit ici en bas à droite l'original, sous le titre Atomic Bombs. Le terme atomique donc avait finalement remplacé le nucléaire qui était utilisé par les physiciens. Sur la gauche, on voit l'édition des presses universitaires de Princeton, avec un tirage porté à 60 000 exemplaires, et qui sera disponible dès le 10 septembre 1945. Le titre est devenu, je vous le traduis, « Énergie atomique à des fins militaires », avec un sous-titre explicite, un compte-rendu général de la recherche scientifique et du développement technique qui ont mené à la fabrication des bombes atomiques. Donc ce rapport informe sur ce qu'est une bombe atomique, comment on fait une bombe atomique, évidemment sans donner des résultats techniques précis. Alors l'auteur que l'on voit ici, c'est Henry DeWolf Smith. C'est un physicien américain, membre du corps professoral de l'université de Princeton, où il a dirigé le département de physique de 1935 à 1949. Dès 1941, il est impliqué dans la section d'uranium, ce qui précédait le projet Manhattan, et il va travailler en particulier dans le groupe de Fermi à Chicago. Pendant le déroulement du projet, Groves avait accordé à Smith un accès important à beaucoup de documents afin de préparer une synthèse. Vous voyez, on n'attend pas la fin du projet pour commencer à préparer tout un document officiel en fait sur le projet.
Un des objectifs importants, c'est aussi de définir une limite. Quelle est la limite des révélations que pourraient faire les scientifiques? Il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur le projet. Ces scientifiques, ils partent. Beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur la bombe atomique en 1945, à commencer par Oppenheimer lui-même, quittent, Oppenheimer va rester conseiller, mais quittent les travaux sur la bombe atomique et retournent dans leur laboratoire, faire de la recherche, de l'enseignement, etc. Donc ils sont porteurs d'un certain nombre de secrets. Et donc, jusqu'à où on va leur autoriser à parler? Alors, pour des raisons scientifiques, on les laisse faire des travaux scientifiques sur le plutonium, par exemple. Cyborg va travailler, faire la chimie du plutonium, etc. En recherche fondamentale. Mais ce document permet de fixer la limite. Et c'est clairement indiqué dans la préface du général Groves. Le général Groves fait une préface à ce document, et je vous en donne un extrait tout à fait significatif. Voici ce qui est écrit. Toutes les informations scientifiques pertinentes pouvant être actuellement rendues publiques sans violer les exigences de la sécurité nationale sont contenues dans ce volume. Aucune demande d'information complémentaire ne doit être faite auprès des personnes ou d'organisations privées associées directement ou indirectement au projet. Les personnes qui, sans autorisation, divulgueront ou conserveront des informations supplémentaires par quelque moyen que ce soit sont passibles de sanctions sévères régies par la loi sur l'espionnage. Eh bien, ça, la loi sur l'espionnage, c'est ce qui va emmener les époux Rosenberg à la chaise électrique en 1953. Donc, ce n'est pas anodin. On a donc fixé une limite scientifique à la divulgation des informations. Bon, je me suis un peu attardé, c'est pour vous montrer que cette énergie atomique, cette bombe atomique est un phénomène nouveau mais extrêmement sensible, puisque placé à la fois sur les militaires et les Américains voudraient en transférer une partie aux civils. Et au-delà de la question de l'information, va se poser la question de l'organisation administrative de l'énergie atomique. Et tout particulièrement, si on veut que le domaine quitte le cadre militaire où il s'est développé. Après la guerre, les États-Unis retrouvent leur fonctionnement très particulier. Les États-Unis, qui est un fonctionnement démocratique, avec beaucoup de questions sur la place publique, des enjeux, des débats. On voit ça aujourd'hui un peu, hein, pour d'autres raisons, et avec l'intervention de la justice. Enfin, et ils avaient perdu ça un peu pendant la guerre, puisque là, il y a un fonctionnement tout à fait dirigiste. Dès 1944, Bush et Conant. Bush, j'en avais parlé, Vannevar Bush en particulier, j'en ai beaucoup parlé l'an dernier, ils sont à la tête des organismes de recherche de la défense nationale, qui avaient été mis en place pendant la guerre. Et bien dès 1944, ils se préoccupent de l'élaboration de propositions d'organisation de l'énergie atomique, avant la fin de la guerre. Elles vont servir de base à un premier projet de loi introduit au Congrès par Andrew May et au Sénat par Elwin Johnson dès octobre 1945. Vous voyez, on commence à faire rentrer l'énergie atomique dans le domaine de la législation. Enfin, on essaye. Mais ce n'est qu'à partir de la fin de l'année, avec le sénateur Brian McMahon, que le projet de loi va prendre une forme plus ouverte en abordant la question. Alors là, une des questions centrales, c'est la question du contrôle. Qui va contrôler l'énergie atomique? Est-ce que ce sont les militaires? Est-ce que c'est le gouvernement? Donc il y a beaucoup de discussions. Alors c'est mis, ça apparaît dans les journaux. Et en particulier, il y a des rebondissements. Il y a des gens qui sont tout à fait défavorables à ce que l'énergie atomique soit transférée un peu dans le civil. Alors ça va rebondir comme toujours. On pense qu'aujourd'hui, il y a des petits événements qui font rebondir. Par exemple, il y en a un, c'est février 1946, démantèlement d'un réseau d'espionnage au Canada, avec des ramifications aux États-Unis. Alors vous imaginez tout de suite que ceux qui sont contre la transmission d'informations vont s'en servir pour dire bah, vous voyez bien, il y avait déjà des réseaux d'espionnage, si vous transmettez en plus de l'information, c'était des réseaux d'espionnage au profit de l'Union soviétique. Mais quand même, finalement, il y aura une loi qui va être adoptée
au Sénat le 1er juin 1946 et un peu plus difficilement par la Chambre des représentants le 20 juillet 1946. Cette loi, c'est l'Atomic Energy Act. Ça veut dire tout simplement la loi sur l'énergie atomique. Elle est signée par le président Truman le 1er août 1946, c'est ce qu'on voit ici. Il est entouré de sénateurs. Celui qui a le costume rayé, là, le troisième à partir de la droite, c'est justement celui qui a préparé cette loi, qui est le sénateur McMahon. Cette loi maintient une organisation gouvernementale centralisée d'énergie atomique, mais avec un transfert des militaires vers les civils. L'objectif est de contrôler, mais aussi d'essayer de favoriser le développement de la science et de la technologie atomique en période de paix. Une nouvelle loi qui accentuera cet objectif, après un fameux discours d'Eisenhower, donnera une deuxième loi. Le fameux discours d'Eisenhower en 1953 s'appelait « Atoms for Peace », les atomes pour la paix. Ça donnera une deuxième version de la loi sur l'énergie atomique en 1954. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi de 1946 ? Je ne vais pas regarder en détail, vous pouvez la trouver sur Internet, mais alors, c'est très juridique. Alors, la loi de 1946, j'ai regardé ce que des historiens en avaient dit. La loi de 1946 institue un organisme civil qui restera en place jusqu'en 1975. Il passera dans une organisation plus générale qui est celle d'aujourd'hui, qui est la DOI, le Department of Energy. Mais à cette époque-là, on crée par la loi l'AEC. L'AEC, c'est l'Atomic Energy Commission, la commission de l'énergie atomique. L'AEC est composée de 5 membres nommés par le président des États-Unis. Sur cette photographie prise à Los Alamos en 1947, on peut voir les premiers membres. Beecher, qui était un proche collaborateur de Oppenheimer à Los Alamos, c'est le seul physicien de la commission. Ensuite, nous avons un avocat, David Lilienthal, qui a dirigé une compagnie fédérale d'administration dans le Tennessee. En 1946, il avait écrit, avec un autre avocat, un rapport sur le contrôle international de l'énergie atomique. C'est le président de la commission, le premier président. Il restera 3 ans, 4. Ensuite, nous avons Sumner Pike, troisième. C'est un homme d'affaires de la Nouvelle-Angleterre. Puis William Waymack, lui c'est un agriculteur, grand propriétaire, mais agriculteur et éditeur de journaux dans l'Iowa. Et vous avez à l'extrême droite Lewis Strauss, un homme d'affaires et officier de réserve de la marine. Donc un militaire mais de réserve. Donc, vous voyez, un physicien, un militaire de réserve et des gens avocats ou industriels. C'est vraiment une commission à dominante civile. Alors la commission, elle ne fonctionne pas seule. Elle bénéficie de supports administratifs qui sont gérés par un administrateur qui est également nommé par le président Truman. Elle s'appuie sur 3 comités. Je les ai qualifiés, mais ils ne sont pas qualifiés comme ça. C'est moi qui ai ajouté un comité politique. En fait, il s'appelle le comité du Congrès sur l'énergie atomique. Le Congrès, c'est la Chambre des représentants, donc c'est bien comité de liaison avec les politiques. Vous avez un militaire qui s'appelle le comité de liaison militaire, et un troisième, qui est plus scientifique à lui, qui s'appelle comité consultatif général. Le premier président de ce troisième comité est justement Robert Oppenheimer, qui occupera cette position jusqu'en 1952. J'avais consacré un épisode complet à Oppenheimer, c'était le dernier l'an dernier. Je vous rappelle quelques éléments. En octobre 1945, Oppenheimer, qui était le directeur scientifique du projet à Los Alamos, il avait quitté la direction. Et il s'était remis à la physique théorique. En 1947, il avait accepté le poste de directeur du fameux Institute for Advanced Study de Princeton, fonction qu'il occupera jusqu'à sa maladie en 1966. Par ses recommandations, le comité consultatif général jouera un rôle important, on le verra un peu la prochaine fois, mais sans application directe dans les activités. Oppenheimer ne travaille plus directement sur les armes nucléaires, mais il a un rôle de conseiller.
Beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur la bombe, je vous l'ai dit, pendant la guerre, vont reprendre leurs activités. Alors certains restent conseillers ou experts. Mais les engagements ne sont plus du tout les mêmes. Ils ne sont plus vraiment au cœur du travail sur la bombe. Et c'est vrai pour des techniciens, c'est vrai pour des ingénieurs, et ça va poser des problèmes considérables de continuité dans la fabrication des bombes atomiques et la production des combustibles nucléaires. Les bombes atomiques et les combustibles, les combustibles nucléaires, c'est quelque chose qui a été fait extrêmement rapidement. Je ne sais pas si vous avez noté, de 42 à 45, avec participation de gens extrêmement brillants, rapides. Ce qui fait que les objets qui ont été construits, les bombes, sont extrêmement sophistiqués et on ne sait pas bien les faire fonctionner sans leur concepteur. Quand la bombe était lâchée à Hiroshima ou Nagasaki, il y avait dans l'avion quelqu'un qui travaillait jusqu'au dernier moment, pour des raisons de sécurité, à mettre en place la bombe dans l'avion, les parties nucléaires. Alors ça va poser un problème. On peut voir, je reprends cette courbe pour vous montrer simplement qu'il y a une réduction forte du projet, ça c'est le projet Manhattan qui va s'arrêter donc en fin 1946. Vous voyez, on est arrivé à peu près à 40 000 personnes, ce qui est quand même encore beaucoup, mais ça manque un petit peu d'encadrement. Ici, vous avez sur ce petit graphique les bombes atomiques en stock aux États-Unis de 1945 à 1948. Alors, il s'agit d'années fiscales. Les années fiscales, c'est un peu compliqué aux États-Unis. C'est légèrement décalé par rapport à l'année calendaire. La première partie, ça concerne tous les équipements de la bombe, pour les différents types de bombes. Gun type, c'est la bombe canon, c'est le type Hiroshima, à l'uranium. Et implosion type, c'est la bombe au plutonium. Et puis en dessous, vous avez un deuxième tableau avec les composants nucléaires de cette bombe. Pour le gun type, vous remarquez immédiatement qu'il n'y a pas en stock d'uranium. Quant aux bombes au plutonium, la production du combustible commence pendant la guerre avec des réacteurs dédiés sur le site d'Hanford. La décision de construction avait été prise en décembre 1942 sous la direction du corps des ingénieurs de l'armée, mais associée à une compagnie, à un industriel. En fait, les réacteurs de Hanford sont construits sous la direction de l'armée, du génie de l'armée, mais par Dupont de Nemours. Alors, Dupont de Nemours construit. Pourquoi on fait appel à Dupont de Nemours ? Eh bien, parce que Dupont de Nemours, c'est un énorme industriel américain qui a l'habitude de faire des constructions rapidement, d'embaucher du monde et de gérer tout ça. En maintenant relativement le secret, puisque le secret industriel est aussi important. D'ailleurs, après la guerre, à l'automne 1946, ça va être transféré de Dupont de Nemours à General Electric. Donc les sociétés industrielles américaines vont jouer un rôle important, non pas dans la bombe elle-même, mais dans la fabrication des combustibles, par la mise au point des lieux où on va faire soit l'enrichissement de l'uranium, soit le plutonium. Ici, il s'agit du plutonium. Ça, c'est le réacteur. Le réacteur, c'est la partie droite, au milieu de l'image. On est en 1945. Il y aura jusqu'à 9 réacteurs à Hanford pour la production du plutonium. Je ne vais pas commenter tout le tableau, mais il fonctionne sur le principe de la première pile expérimentale de Fermi de 1942. Je vous rappelle, uranium naturel et un modérateur au graphite. Dans les réacteurs-là, on a ajouté en plus un refroidissement à l'eau. Ce tableau-là, il donne les dates d'entrée en fonctionnement, start-up. Donc vous voyez, c'est 44, 44, 45, 50, 52, 55, il y en a un en 63. Et d'arrêt, c'est en anglais shutdown, quand est-ce qu'ils sont arrêtés. Vous voyez que ça ne dépasse pas 1987. Hanford produira 67 tonnes de plutonium, dont 54 de qualité militaire. Tous ces réacteurs-là sont construits pour faire du plutonium militaire. Alors, on en fait un peu qui n'ont pas tout à fait la qualité militaire pour d'autres raisons, mais ce sont des installations qui ne produisent pas d'électricité, sauf le dernier. Alors, pour être complet sur la production du plutonium aux États-Unis,
donc qui ne sert qu'aux militaires. Hein. Il faut ajouter un autre site, Savannah River, en Caroline du Sud, avec cette fois-ci 5 réacteurs qui vont entrer en fonctionnement de décembre 53 à mars 55 et qui produiront 36 tonnes de plutonium. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est que si vous regardez les dates de mise en fonctionnement, elles sont toutes dans les années 50. C'est-à-dire on a une accélération considérable, si on regarde ces dates-là et si on ajoute Savannah River, de la production de plutonium aux États-Unis. Et quand on sait que le plutonium, c'est pour les armes, donc on voit bien eh bien, c'est que la guerre froide s'intensifie à cette époque-là. Bon, je vous l'ai dit, je vous ai dit un indice tout à l'heure, à août 1949, explosion de la bombe soviétique. Ça va relancer considérablement les programmes américains de fabrication d'armes. Et là, on est dans une accélération terrible des armes nucléaires dans la guerre froide. Alors, tous ces réacteurs, vous pouvez remarquer, ils sont arrêtés. Tous. Il n'y a plus de réacteurs de production de plutonium aux États-Unis depuis la fin des années 80. Ça paraît étonnant, eh bien c'est parce qu'il y en a assez. Il y en a assez, pourquoi? Parce que quand on fait des armes nucléaires, elles progressent constamment, malheureusement, ou heureusement, enfin je ne sais pas, mais les armes nucléaires progressent, et donc on récupère les combustibles des armes, et on démantèle les armes précédentes pour refaire des armes nucléaires. Je reviens donc sur cette commission de l'énergie atomique, donc créée et qui va entrer en fonctionnement en 1947. Eh bien, dès sa création, elle doit consacrer l'essentiel de ses ressources à la production d'armes. Ce n'était pas l'objectif, mais elle se trouve face à un problème qui est, bon, on le verra un petit peu de guerre froide, mais surtout le transfert du militaire vers le civil. Et les exigences de la défense nationale vont rapidement obscurcir l'objectif initial qui était un transfert qui s'appelait l'atome pacifique, comme il le disait. Toutes les ressources, enfin pas toutes, mais la plupart des ressources humaines et financières vont être utilisées dans ce domaine. Néanmoins, la loi sur l'énergie atomique de 1946, qui a été signée, elle incluait la création d'un laboratoire spécifique de recherche sur les réacteurs pour poursuivre les travaux menés pendant la guerre à Chicago. Donc à Chicago, c'est le premier pile atomique. Puis ensuite, il va y avoir les réacteurs d'Hanford, etc. Mais on va continuer à Chicago les recherches sur les réacteurs. Eh bien, le 1er juillet 1946 est fondé l'Argonne National Laboratory, le laboratoire national d'Argonne. C'est le premier laboratoire de statut national aux États-Unis. Il y en aura d'autres, qui sont même antérieurs. Hein. Berkeley, par exemple, sont des laboratoires qui sont antérieurs, mais qui n'ont pas ce statut, qui sont rattachés à l'université. Argonne, alors son nom, c'est une référence au lieu d'implantation, la forêt d'Argonne qui se trouve dans la banlieue de Chicago, dans le sud, je me trompe toujours, sud-ouest de Chicago. Et dans cette forêt d'Argonne, Fermi avait transféré son laboratoire de recherche. Parce que, bon, je n'ai pas ramené d'images cette fois-ci, mais la première pile de Fermi, elle avait été installée rapidement dans un local qui était disponible. C'était un stade de football abandonné. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait installé sa pile dans ce stade. Et donc, ce n'est pas quand même un endroit tout à fait adapté, même si le stade ne reprendra jamais le football, mais le football américain, bien sûr. Mais il s'est déplacé et là, il a construit des... Là, ici, par exemple, on voit la troisième pile de Fermi. C'est alors cette fois-ci, le premier réacteur des États-Unis, et je pense dans le monde d'ailleurs, modéré à l'eau lourde, qui a fonctionné. Alors l'eau lourde, c'est une deuxième possibilité pour les réacteurs, pour les modérateurs de réacteurs. C'est par exemple la piste que suivait Joliot avant que ça s'arrête en 1940. C'est ce que vont faire les Canadiens de travailler sur ce domaine. Bien, les États-Unis aussi travaillent avec de l'eau lourde. Ils travaillent, même si tous les réacteurs de production sont à base de graphite, ils travaillent aussi... ceux de Savannah Bay sont à l'eau lourde. Excusez-moi. Ceux de Hanford sont au graphite et ceux de Savannah
Savannah River, pardon, sont à Louisbourg. Mais là, voici l'étude vous voyez, c'est un réacteur d'études qui va fonctionner d'ailleurs une dizaine d'années et qui lui va servir à la recherche. Alors, recherche sur les réacteurs, bien entendu, mais aussi à la recherche scientifique fondamentale. Par exemple, production d'isotopes pour les études de physique, mais aussi des études de médecine, isotopes rares, etc. Donc c'est un lieu de recherche. Et ce laboratoire d'Argonne, il va se développer et il va quitter d'ailleurs ce lieu. Il n'existe plus. La forêt a retrouvé ses droits. La pile est enterrée. Elle a été démantelée, enterrée mais il n'y a plus de partie radioactive, paraît-il. Bon, elle est enterrée, elle est démantelée, et le laboratoire est déplacé un petit peu plus loin. Et de façon à avoir un site plus large. Et Argonne, aujourd'hui, c'est un très grand laboratoire. C'est même, par la superficie, le plus grand laboratoire du Middle West américain. Alors, un autre site dépendant du même laboratoire, et dénommé Argonne West, est implanté sur un lieu isolé dans l'État d'Idaho. L'État d'Idaho, je ne sais pas, c'est pas le plus connu des États-Unis. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas bien. Donc, ça se trouve complètement à l'ouest, au-dessus de l'Utah, vous voyez, et du Nevada, et contre l'Oregon. C'est pas tout à fait au bord de la mer, il y a l'Oregon, mais ça se trouve là. Et dans cet État va être construit un laboratoire expérimental aussi, qu'on appelle Argonne West. Pourquoi je vous parle d'Argonne West? C'est parce que on va voir quelques images. Voilà une image de Argonne West. Qu'est-ce qu'on y voit sur la partie gauche? Eh bien, on y voit 4 ampoules allumées. On va me dire, c'est un peu banal quand même. C'est un peu banal de voir 4 ampoules allumées, même dans les années 1950. Eh bien, ce sont les 4 premières ampoules allumées par de l'électricité qui a été produite à partir de l'énergie nucléaire. Alors, très peu, hein. Bon, il y avait un peu plus que les ampoules, mais c'est très symbolique. D'ailleurs, sur la partie droite, c'est expliqué, c'est écrit, c'est un tableau, c'est une photographie du tableau qui explique qu'il s'agit d'une génération d'électricité à partir de l'énergie atomique, et c'est signé de toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Donc le premier en haut, là, on ne le voit pas très bien de loin, c'est Walter Zinn. Walter Zinn, c'est le collaborateur de Fermi qui est l'actuel, au moment où cette expérience a lieu, directeur de Argonne, le premier directeur d'Argonne. Deuxième événement, vous voyez, on est en 51. Deuxième événement, alors qui fait la une des journaux, enfin du moins des journaux locaux, alors je vous traduis le titre, c'est un journal local de l'Idaho. Arco, première ville des États-Unis éclairée par la puissance atomique. Eh bien, nous sommes le 17 juillet 1955, 10 ans après Hiroshima, Nagasaki, le début de l'énergie nucléaire, des bombes. Donc, Arco, c'est une petite ville de 1200 habitants à proximité du laboratoire. On est en train de passer d'une phase expérimentale des réacteurs à une phase industrielle des réacteurs, et qu'on appelle aujourd'hui, beaucoup plus que énergie atomique, on appelle ça nucléaire civil, ou ça prend plutôt des noms comme ça aujourd'hui. Et cette utilisation commerciale, on en voit les premiers essais. Bon, je ne vais pas tout développer. Celle qui est considérée comme vraiment commerciale, au moment où l'électricité, ce qu'on considère comme commercial, c'est quand on la raccorde au réseau. Vous pouvez produire localement de l'électricité, bon, c'est bien, ce qu'on a vu tout à l'heure, même éclairer une ville, et ensuite c'est une production qui... Alors aujourd'hui c'est banal, mais à cette époque-là, le premier qui est considéré, c'est Calder Hall, et c'est en Angleterre. C'est en Angleterre avec une puissance de 50 MW en 1956. 50 MW, c'est un peu moins que le 20e d'une tranche nucléaire d'aujourd'hui. Quant aux États-Unis, ce sera l'année suivante, en décembre 1957, avec le réacteur de Shippingport en Pennsylvanie. Donc le monde commence à entrer doucement dans l'énergie nucléaire. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on n'avait pas vraiment besoin de sources d'énergie supplémentaires. Même encore aux États-Unis, aujourd'hui, en France, ça représente une grande partie de la production d'électricité. C'est une volonté politique. Aux États-Unis, la plus grande partie de l'électricité est encore produite par des fossiles. C'est-à-dire, le nucléaire représente, je pourrais vous donner les chiffres dans la discussion si vous voulez. Donc, plus de 10 ans se sont écoulés depuis l'explosion des premières bombes.
Eh bien, c'est ma conclusion. L'énergie atomique est d'abord à objectif militaire. Conclusion courte. Donc la prochaine fois, j'étais un peu long, donc je peux conclure rapidement, et je vais juste terminer par une annonce du prochain épisode. Alors le prochain épisode, c'est donc le 21 décembre. Donc le 21 décembre, l'épisode portera sur de la bombe A, c'est ce qu'on vient de voir, 1945, à la bombe H, 1952, développement de l'armement nucléaire aux États-Unis. Alors, je commencerai par une présentation historique rapide des débuts de la guerre froide, avec le partage de l'Europe et les premiers affrontements, comme un des plus connus, c'est le blocus de Berlin, qui commence en juin 1948 et va durer presque un an. Je vous parlerai un peu de ça pour que l'on voit cette accélération de la guerre froide. Comme on vient de le voir, les États-Unis avaient commencé à constituer des stocks de bombes atomiques, désignés sous le nom de bombe A, A pour atomique. Il s'agit de bombes à fission au plutonium essentiellement. Après le premier essai nucléaire réalisé par l'Union soviétique en août 1949, les États-Unis ont non seulement accentué la constitution de ce stock, mais ils vont relancer les recherches qui étaient arrêtées, les recherches et développements qui conduiront à une bombe beaucoup plus puissante, la bombe H, dont le premier essai aura lieu en 1952. J'essaierai de vous présenter synthétiquement, c'est pas très facile, la différence entre une bombe A et une bombe H. C'est quelque chose qui est assez important à mon avis aujourd'hui. C'est un peu le rôle de l'université populaire, peut-être d'essayer de donner quelques éléments. Pourquoi je dis ça? Parce que la Corée du Nord, dont vous entendez parler, on se demande si c'est les explosions actuelles que font la Corée du Nord sont de type A ou sont-ils passés à la bombe H. Vous avez peut-être entendu ça. C'est très difficile de le savoir. La puissance ne suffit pas. On pourra augmenter la puissance, on verra des bombes A jusqu'à un certain niveau, et ensuite on passe à des bombes H. Alors les bombes H, c'est des puissances colossales. La plus grosse bombe H jamais testée à la surface de la Terre, elle a été faite par l'Union soviétique. Elle est 3 fois plus forte que celle qu'ont testée les Américains à Castelbravo, donc non pas en 52 mais en 53. Celle de l'Union soviétique, c'est la Tsar bombe, évidemment, la bombe Tsar. Et bridée, c'est-à-dire qu'elle aurait pu faire plus. 50 mégatonnes. Alors ça vous dit rien, 50 mégatonnes. Mais prenez la normalisation de 20 kilotonnes, Hiroshima, Nagasaki, et faites le calcul. C'est, si je ne me trompe pas, 2500 fois Hiroshima. C'est totalement inimaginable. Vous pouvez trouver sur Internet des gens qui disent cette bombe tombe sur Washington, voilà ce que ça fait. Et ça va marquer alors cette course aux armements qui est une course assez étonnante, puisque les États-Unis vont assez rapidement arrêter la course à la plus grosse bombe pour aller vers une course qui est encore plus dangereuse, celle que vont sûrement faire la Corée du Nord dans quelques temps, c'est-à-dire mettre ces bombes sur un vecteur de transport, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que faire une bombe, j'allais dire c'est bien, non, c'est pas bien, mais faire une bombe c'est une chose, ensuite il faut trouver... Alors à l'époque, toutes les bombes sont transportées par avion, c'est pas des missiles à l'époque, ce sont des avions. Alors, si j'ai un peu de temps, j'essaierai justement d'évoquer la guerre de Corée. La guerre de Corée de 1950, c'est quelque chose que moi, franchement, je ne connais pas très bien. Si j'ai un peu de temps, j'en parlerai. Parce que 1950, c'est quand même une date significative, et cette guerre de Corée, elle va durer 3 ans. Et les États-Unis sont le seul pays à posséder l'arme nucléaire à cette époque. Bon, l'Union soviétique a fait un essai en 1949, deuxième essai 1951, et très vite la bombe H. Très vite en Union soviétique, en 1953. Mais au début de la guerre de Corée, de manière stratégique, il n'y a que les États-Unis. Eh bien, les États-Unis ne vont pas faire usage de la bombe atomique. Ce n'est pas pour uniquement des questions morales. C'est des questions aussi de stratégie militaire. Mais si j'ai le temps, on parlera un petit peu de la guerre de Corée, puisque aujourd'hui on reparle beaucoup de la situation dans cette région entre les États-Unis, la Corée du Nord, etc. Voilà, merci de votre attention et on a encore